Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les relations complexes, on peut dire, entre la France et l'Afrique postcoloniale, en s'appuyant sur les documents qu'on a pu analyser. Ouais, et ce qui ressort assez vite, c'est une sorte de fil rouge, une difficulté française récurrente à, disons, établir un rapport vraiment d'égal à égal. Ce qui expliquerait peut-être une influence qui semble s'éroder. Notre objectif, c'est de voir les points clés, les faits saillants qui émergent de ces textes. Exactement. Et d'emblée, ce qui frappe, c'est la perception de la politique française vue d'Afrique. Souvent jugée unilatérale, parfois un peu déconnectée des sensibilités locales. Mhm. L'exemple qui revient tout le temps, c'est le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. Cette phrase sur l'homme africain. Ah oui, pas assez entrée dans l'histoire. Les sources insistent beaucoup là-dessus, comme un moment de rupture symbolique fort. Surtout avec les jeunes générations apparemment. Mais est-ce que c'est vu comme un incident isolé ou est-ce que ça s'inscrit dans une tendance plus longue que les analyses pointent? Alors, les documents citent d'autres moments, d'autres présidences. On parle de la relation Giscard d'Estaing-Bokassa, assez controversée, Oui. du soutien de Mitterrand au régime Habyarimana au Rwanda, juste avant le génocide, ou même la gestion par Chirac de la crise en Côte d'Ivoire. Donc l'idée n'est pas de rejuger l'histoire ici, mais de noter ce que les sources disent sur ce décalage de perception, c'est ça? C'est tout à fait ça. Un décalage dans l'analyse ou la perception qui semble revenir. Et ça touche aussi les militaires. Justement, le plan militaire. On a eu des décennies de coopération, le programme RECAMP pour former les armées africaines au maintien de la paix. Oui, RECAMP, c'était une initiative majeure. Et pourtant, les textes décrivent souvent un engagement français qui reste assez solitaire sur le terrain. C'est un paradoxe qui est relevé, oui. On voit le contraste entre le succès initial de Serval au Mali et puis l'opération Sangaris en Centrafrique qui est décrite comme beaucoup plus difficile, voire traumatisante pour les soldats français. Et il y avait déjà eu des alertes. Oui, plusieurs rapports parlementaires français, Lorjos Bockel, Védrine aussi, sonnaient déjà l'alarme il y a des années sur ce recul stratégique, économique aussi, face à de nouveaux acteurs comme la Chine. Sans que ça change fondamentalement l'approche, d'après les sources. Apparemment, pas de manière radicale. Et ce recul, on le voit très nettement sur le plan économique. Le fameux pré-carré, il est de plus en plus contesté. Ah oui, la concurrence est rude maintenant. Absolument. Les analyses montrent une érosion claire de la présence française. Pas seulement la Chine d'ailleurs, mais aussi l'Inde, la Turquie, le Brésil. On parle d'une certaine complaisance peut-être des acteurs français historiques. Et d'une difficulté à s'adapter à des marchés qui sont moins captifs qu'avant. Voilà, moins protégés. L'exemple d'Areva au Niger est souvent cité. Oui, le risque de perdre le gisement d'uranium d'Imouraren, c'est ça. Exactement. Malgré une présence historique très forte. Exactement. Et ce cas est vu comme emblématique. Même un géant comme Areva, quasi institutionnel là-bas, n'était plus à l'abri. Ça montre une fragilité face à des concurrents peut-être plus agiles ou moins chargés d'histoire. Certains s'en sortent mieux quand même, hein. Les textes mentionnent des groupes familiaux. Oui, quelques grands groupes comme Bolloré, Castel, Bouygues aussi, semblent avoir mieux navigué, grâce, dit-on, à une meilleure connaissance des réseaux locaux, politiques et économiques. Mais alors, cette difficulté d'adaptation française, ce n'est pas juste la concurrence extérieure. Non, pas seulement. Un point qui revient souvent et qui est assez fascinant, c'est la difficulté que la France aurait à intégrer et valoriser les talents de sa propre diaspora africaine. Ah oui. L'exemple de Tidjane Thiam est souvent repris, franco-ivoirien, polytechnicien. Oui, je vois. Il a dû partir à l'étranger, au Royaume-Uni, en Suisse, pour atteindre des postes de très haute direction. Les analyses parlent d'un plafond de verre en France. Ce qui nous amène à la dimension culturelle, sociétale. Il y a cet héritage éducatif un peu lourd, nos ancêtres les Gaulois. Oui, cette vision très franco-centrée de l'histoire, qui a longtemps ignoré ou minimisé les histoires africaines précoloniales, ça laisse des traces apparemment. Comment ça se manifeste aujourd'hui selon les textes? Par une méconnaissance persistante de ce que certains appellent l'Afrique de nuit, les logiques sociales profondes, les résurgences d'organisations anciennes, comme au Sahel avec les califats. Et puis, il y a ce regard sur la diaspora, parfois encore vu sous l'angle des visas, des migrations, plutôt comme un réservoir de talents, un pont potentiel. Mhm. Et sur le plan religieux, ça bouge aussi beaucoup, non? L'influence catholique traditionnelle, les pères blancs. Oui, cette influence historique semble reculer face à une montée en puissance spectaculaire des églises évangéliques pentecôtistes. Et elles sont décrites comment, ces églises? Comme étant souvent plus africanisées dans leurs pratiques, plus en phase avec certaines aspirations locales et parfois très liées au pouvoir politique. On cite les exemples de Gbagbo en Côte d'Ivoire ou de Boni Yayi au Bénin. D'accord.
Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, politique, économique, culture, quel est le message principal qui se dégage de ces lectures croisées sur la relation France-Afrique? Le constat dominant, c'est vraiment celui d'une relation qui reste déséquilibrée, freinée par une posture héritée, disons. Un mélange de paternalisme et peut-être de méconnaissance des réalités africaines d'aujourd'hui. Et cette posture, elle empêcherait quoi au final? Ben, selon les analyses, elle empêcherait l'émergence d'un partenariat qui soit vraiment tourné vers l'avenir, équilibré, adapté aux dynamiques actuelles du continent. Était vraiment dépassé. Si la France valorisait pleinement la richesse des cultures africaines et aussi ce potentiel incroyable de sa propre diaspora. C'est une vraie question. D'ailleurs, les sources soulignent un paradoxe intéressant. Il n'y a pas à Paris de grand institut des cultures africaines, un peu sur le modèle de l'Institut du monde arabe par exemple. Hmm. Et une piste de réflexion pour finir, effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.